Ça c'est très relaxant. J'en ai racheté un pour vous parce que c'est vraiment très relaxant. Très relaxant. Dans cette lettre, Xavier affirme que toute sa vie n'était en fait qu'une façade, un mensonge en fait. Il travaillait en réalité comme agent infiltré pour la DEA et que sa mission venait d'être découverte et ça le plaçait en danger de mort. Il explique donc dans l'urgence que lui et sa famille ont été exfiltrés vers les États-Unis. Et tu verras que c'est en pensant à cette lettre à la fin, tu te diras il y a peut-être un truc de vrai là-dedans. Donc selon lui, dans cette lettre, il vivrait aux États-Unis, caché, avec une nouvelle identité. Et surtout, il insiste sur un point. Faut plus chercher à les contacter, lui et sa famille. Tous les liens doivent être coupés, les enfants ne reviendront pas à l'école, etc. Comme si du jour au lendemain, toute leur existence devait disparaître. Et bien sûr, certains de ses proches trouvent cette lettre étrange, effectivement. Mais il y en a qui pensent que ce n'est pas impossible, alors que d'autres commencent à avoir un mauvais pressentiment. Mais il n'y a rien qui déclenche en tout cas immédiatement une alerte majeure. Et en fait c'est ça le problème principal, tu verras pourquoi. Cette lettre, effectivement, elle va retarder la compréhension de l'affaire. C'était d'ailleurs très certainement son objectif premier. Quelques jours après, les policiers se rendent au domicile de Xavier Dupont de Ligonnès à Nantes. Et la maison, elle est toujours fermée. Mais à l'extérieur, dans le jardin, leur attention est attirée par la terrasse. Parce que le sol donne l'impression d'avoir été récemment retourné. Alors les enquêteurs commencent à creuser et en creusant, ils tombent sur des sacs soigneusement fermés. Et un à un, malheureusement, ils découvrent les membres de la famille enveloppés. Les autopsies révèlent qu'ils ont été tués par arme à feu, apparemment pendant leur sommeil. Alors, détends-toi, relaxe-toi, relaxe. À proximité, les enquêteurs retrouvent également des éléments qui suggèrent une préparation minutieuse. Donc des traces d'organisation, des achats effectués en amont, donc vraiment une préparation complète. Et bien sûr la présence d'un fusil, ça n'étonne personne. Donc à ce moment-là, les enquêteurs comprennent que tout était ficelé, tout était préparé. Et surtout, ils se demandent qui il était vraiment, ce Xavier Dupont de Ligonnès. Parce que plus les enquêteurs avancent, plus ils comprennent que cette disparition ne peut pas être comprise sans revenir en arrière. Et dans les enquêtes, effectivement, les enquêteurs font souvent ça, ils reviennent dans le passé pour essayer de trouver un mobile, une explication. Donc voilà, ils sont obligés d'aller regarder sa vie d'avant. Et une vie qui effectivement en apparence semblait parfaitement normale.
passe d'échec en échec. Et des idées, il en a beaucoup. Des ambitions aussi, il a beaucoup d'ambitions, mais dans les faits, les résultats ne suivent pas. Les dettes s'accumulent et les rentrées d'argent sont vraiment irrégulières. Et donc cette pression, elle reste invisible pour la plupart des gens autour de lui. Alors comme ça, il maintient une image d'homme stable. Mais derrière cette image, il y a une affaire qui retient particulièrement l'attention des enquêteurs. C'est celle de Catherine. En fait, c'est une femme que Xavier connaît depuis plusieurs années. C'est probablement sa maîtresse, on n'en est pas sûr. Et avec qui il entretient donc une relation très proche qui mêle confiance, argent et du coup ambiguïté aussi. Et en 2009, elle lui prête une somme importante d'argent, environ 50 000 euros. Et en 2009, 50 000 euros, c'est pas rien. Pour en fait l'aider à lancer un projet que lui présente comme un truc vraiment sérieux, quoi. Un truc presque décisif pour son avenir. Et c'est vrai que là, tout semble crédible selon ses dires. Il parle avec assurance, voilà, il évoque pas mal de perspectives. En gros, c'est une réussite imminente, quoi. Et du coup, Catherine, elle accepte de lui prêter cet argent, elle lui fait confiance. Mais bien sûr, une reconnaissance de dette est signée quand même. Mais les mois passent et rien ne se concrétise. Le projet n'aboutit pas et l'argent n'est pas remboursé. Et peu à peu, leur relation se tend. Catherine relance, mais Xavier temporise et donne des réponses qui sont floues. Il assure que la situation va se débloquer, qu'il va rembourser, mais il n'y a rien qui change. Alors elle engage une procédure juridique et là, ça va flancher. Le 5 avril 2011, un huissier se présente au domicile familial. À Nantes, du coup, il vient pour faire avancer la procédure, pour tenter de récupérer cet argent qui n'a jamais été remboursé. Et à cet instant, ce que Xavier Dupont de Ligonnès essayait de maintenir caché devient visible pour le monde extérieur, mais aussi pour sa famille. Et c'est là que tout bascule en quelque sorte, parce que dans les jours qui entourent cet épisode, plusieurs éléments troublants apparaissent. Dans certains messages envoyés à des proches, il évoque une situation devenue ingérable. Il parle d'un point de rupture, d'une impasse, comme si toutes les issues se refermaient les unes après les autres, tu vois qu'il avait basculé. Et plus les enquêteurs avancent, plus ils comprennent que cette histoire avec Catherine, c'est pas un simple détail dans le dossier, c'est carrément un élément clé. Celui où la pression qui était jusque-là invisible devient concrète. Il y a certains de ses proches qui décrivent Xavier comme de plus en plus préoccupé par l'argent, par son image, par sa capacité à tenir ce rôle de père, de chef de famille. Mais en parallèle, et c'est ça qui est intéressant, son cadre religieux qui était déjà très présent, il prend encore plus de place. En tout cas, c'est l'impression que ça donnait, selon les témoignages. Il y en a certains qui évoquent des discours qui sont plus tranchés et une manière de penser de plus en plus binaire. Par exemple, je vais vous donner un exemple quand même. Dans une discussion, il parle carrément d'une société en déclin moral.
J'imagine il faisait peut-être référence au mouvement woke, j'en sais rien, ça j'ai pas les détails, mais voilà, il persiste dans une vision de plus en plus morale, binaire de la société entre bien et mal. Une vision qui est très religieuse. Mais Xavier, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de tout contrôler et de tout calculer. Et justement, en remontant les semaines qui précèdent le drame, les enquêteurs mettent en évidence une série d'actions très troublantes. Les enquêteurs découvrent des achats très précis, calculés, notamment celui d'un silencieux et de munitions pour une arme à feu. On a aussi des déplacements qui sont inhabituels pour Xavier, avec des démarches administratives. Même les derniers jours passés avec sa famille, c'est ça qui est bizarre. En fait, ils prennent un peu une autre dimension parce que, selon certains témoignages, ses proches évoquent des moments presque normaux, alors que lui, il était en train de tout préparer. Donc voilà, il y a des repas, il y a des échanges, et en fait, il n'y a rien qui laissait présager ce qui allait suivre. C'est vraiment la preuve qu'il contrôlait toute cette situation extrême avec un sang-froid spectaculaire, quoi. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est de se dire que les membres, même les plus proches de sa famille, n'ont probablement rien vu venir. Voilà, donc les témoignages évoquent des moments normaux. Voilà, c'est fou, quoi. C'est terrible. Donc, quand les enquêteurs reconstituent les jours qui précèdent le drame, ils découvrent une succession d'actions qui, mises bout à bout, dessinent une préparation hyper organisée, quoi. Donc, en remontant plus en amont, le 12 mars 2011, donc environ 3 semaines avant les meurtres, Xavier achète une carabine de calibre 22 long rifle avec des munitions. Dans les jours qui suivent, il se rend à plusieurs reprises au stand de tir pour s'entraîner. Les enquêteurs retrouveront la trace de ces séances et confirmeront qu'il a pris le temps de se familiariser avec l'arme. Ensuite, toujours dans les jours qui suivent, il y a d'autres achats qui viennent compléter ce tableau. Il se procure des sacs, il se procure de la chaux et différents outils de bricolage. Là tu vas me dire, mais pourquoi de la chaux? En fait la chaux, elle est utilisée pour ralentir la décomposition et atténuer les odeurs. Et en parallèle, sur le plan administratif et social, voilà, il va tout mettre progressivement en place. Les enfants sont désinscrits peu à peu de leur établissement scolaire et on a des lettres qui sont envoyées aux proches. Donc voilà, la préparation elle est méthodique et tout est pensé à l'avance. Alors peut-être qu'ils ne s'attendaient pas qu'on retrouve les corps aussi rapidement. Ça c'est effectivement une hypothèse plausible, voire probable. Mais bien sûr, les corps sont retrouvés assez rapidement et après la découverte des corps, les enquêteurs tentent de remonter la trace du suspect.
seul au volant de son véhicule et commence un trajet vers le sud de la France. Et donc là, on arrive à dessiner son parcours avec une certaine précision grâce aux accumulations d'indices. Des paiements par carte bancaire, des retraits d'argent, des tickets de péage, des réservations d'hôtel. On a même des images de vidéosurveillance. Et le 12 avril, il passe par le centre de la France, vers la région de Limoges. Le 15 avril 2011, c'est la dernière trace confirmée qu'on a de lui à Roquebrune-sur-Agen dans le sud. Roquebrune-sur-Argens, entre Cannes et Saint-Tropez. Mais un peu plus au nord, hein, c'est pas sur la côte même. Enfin bref, il est filmé une dernière fois le 15 avril au matin en quittant un hôtel, le Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens justement. On le voit marcher seul avec un sac à dos. Et il s'engage vers un chemin en direction des collines. En direction des collines. Alors, détends-toi. Et puis, à partir de là, plus rien. Aucune activité bancaire, aucune trace numérique, aucun témoignage fiable. Enfin, jusqu'ici. Voilà, donc il y a beaucoup de... On n'en a pas fini, attention, hein, mais il y en a beaucoup qui disent qu'il s'est suicidé. Énormément de monde. Et très vite, l'enquête, elle change d'échelle. Cette affaire, elle devient une traque limite internationale. Les services de police sont massivement mobilisés en France. Là, ils multiplient les vérifications, ils croisent les sources et ils analysent chaque trace laissée par Xavier. Et son portrait, il est diffusé partout. Dans les médias, dans les gares, etc. Donc voilà, le visage de cet homme, à partir de là, il devient familier pour tout le monde en 2011. Et les pistes vont se multiplier et surtout, elles vont se contredire. On a des signalements qui apparaissent un peu partout en France. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, les pistes, elles s'écroulent. Donc c'est très compliqué pour les enquêteurs. La traque, elle s'étend à l'international. Il y a des signalements qui émergent en Espagne, en Italie, etc. Parfois même beaucoup plus loin, comme tu vas pouvoir le voir après. Mais là encore, même si les autorités locales sont sollicitées, il n'y a aucun élément concret qui permet vraiment de confirmer sa présence. Ce qui est assez étrange dans cette affaire, c'est qu'on a l'impression qu'il est partout et qu'il reste quand même introuvable, quoi. Donc voilà, c'est perturbant. Très très perturbant. En tout cas, avec toutes ces fausses pistes, il y a deux grandes hypothèses qui émergent. Il faudra que tu me donnes ton avis. Parce que je pense que ça peut peut-être aider, on sait jamais. Pour moi, rien n'est impossible dans ce cadre-là. Il y a deux hypothèses qui émergent. La première, c'est celle d'un suicide. Sa dernière localisation connue à Roquebrune-sur-Argens. En fait, elle se situe à proximité de zones naturelles qui sont très accidentées, qui sont difficiles d'accès, qui sont hyper grandes, hyper vastes. Donc en fait, ce sont des endroits où effectivement tu peux disparaître, tu peux te suicider sans être retrouvé. Et certains enquêteurs envisagent qu'il ait mis fin à ses jours là-bas, dans un endroit isolé, loin de tout. Alors effectivement, ça peut paraître étonnant de se dire qu'il soit allé jusqu'ici pour se suicider.
religieux et que pour lui il pouvait y avoir un certain symbolisme à aller là, ou peut-être voilà, des souvenirs, on sait pas trop. Donc c'est pas impossible, même si effectivement ça paraît bizarre. Moi je me pencherai un peu plus sur la deuxième piste, parce qu'en plus de ça il y a des recherches qui sont menées et des battues qui sont organisées, mais aucun corps n'est jamais retrouvé. Donc on sait pas si il a fait exprès de disparaître là pour entretenir le doute. Moi je me pencherai plus là-dessus, hein. En mode je vais aller dans une zone où mon corps serait très difficilement retrouvable, et comme ça j'entretiens le doute. C'est possible. Mais face à cette absence de preuve d'un suicide, il y a une autre hypothèse qui prend de l'ampleur. C'est celle d'une fuite organisée, bien sûr, hein. Moi je me pencherai un peu plus là-dessus, hein, même si voilà, j'écarte pas la première hypothèse. Certains imaginent qu'il aurait pu quitter la France avec l'aide de complices, hein, en utilisant des faux papiers, hein. C'est tout à fait possible, malheureusement. Il y en a d'autres qui vont encore plus loin et qui suggèrent carrément qu'il aurait pu bénéficier d'un soutien. Peut-être au sein d'un cercle qui fréquentait, un cercle religieux peut-être. Mais là, encore, il n'y a pas de preuve formelle, hein, attention. Il n'y a rien qui vient confirmer cette hypothèse. On va voir qui a la meilleure hypothèse dans les commentaires. Mais avant ça, je dois continuer l'histoire parce que tu n'es pas au bout de tes surprises sur l'actualité. En 2019 à Glasgow en Écosse, je sais pas si tu te souviens, mais il y a un homme qui s'est fait arrêter à l'aéroport. Et c'est vrai qu'il ressemble au suspect. Bon, moi je trouve qu'il ressemble pas trop au suspect, un petit peu seulement. Et il y a l'information qui fuit et il y a tous les médias qui s'emballent. C'est celui que tu vois à droite dans ma miniature. Bon, je l'ai flouté, mais bon. Il y a des analyses ADN qui sont alors réalisées et là le verdict tombe. Ce n'est pas lui, pas du tout. Donc l'homme qui est arrêté n'a aucun lien avec l'affaire, mais là l'espoir retombe. Et ce scénario va se répéter encore et encore, mais à chaque fois les pistes s'éteignent. Mais très récemment, durant ce mois de mars 2026, hein, c'était il y a quelques jours, il y a une nouvelle piste qui semble un peu plus solide et cohérente que les autres, qui a émergé. Je sais pas si tu connais l'ancien policier qui s'appelle Gilles Calou, qui lui, qui est passionné dans cette affaire. Je pense qu'il a déjà dû passer sur des plateaux télé, j'imagine. Et lui s'est rendu au Texas, à Alpine, une ville du Texas. Et c'est une ville que fréquentait Xavier Dupont de Ligonnès autrefois, dans sa jeunesse. Il voulait en fait recueillir des informations. Sur place, il a contacté le shérif Ronnie Dodson et il lui a indiqué que le fugitif s'était rendu dans le comté de Brewster par le passé. Et le shérif n'était pas du tout au courant de cette affaire et il savait encore moins qu'il y avait un meurtrier qui était venu dans sa ville, dans sa jeunesse. Ça peut effectivement être une piste. Alors le shérif prend l'affaire très au sérieux et il décide de lancer un appel à témoins. Et cet appel à témoins, il lui a permis de recueillir des dizaines de signalements. Et parmi eux, il y a un témoignage qui évoque un homme aperçu en 2020 qui est décrit comme grand, qui parle avec un accent français et qui est
justice, qu'il rende justice.